Bonjour, il y a 150 ans, le 9 mai 1864, commençait l'histoire de la colonisation pénale de la Nouvelle-Calédonie. Un navire, l'Iphigénie, arrivait à Nouméa avec à son bord 250 forçats condamnés pour des crimes de droit commun. On les appellera les transportés. Et puis, il y a les déportés politiques, ceux que le pouvoir a condamnés pour leur participation aux émeutes de Paris en 1871. Parmi eux, des célébrités comme Louise Michel ou Henri Rochefort, on les surnommera les communards. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire que nous allons vous raconter, celle de condamnés forcés de quitter leur continent, l'Afrique, et leur région, le Maghreb, pour une contrée située à plus de 20 000 kilomètres vers le sud, vers l'enfer du bagne calédonien. Après avoir purgé leur peine, nombreux s'installèrent ici à Bourail, dans la vallée de Nessadiou. Mais dans leur cœur et dans leurs yeux, à jamais, la douleur et la tristesse de la séparation avec leur famille restée au pays. Voici Mektoub, le destin des Arabes de Nouvelle-Calédonie, un magazine réalisé en 1984 par Marie-France Cubada et Guy Ledu. En 1963, la Nouvelle-Calédonie, la plus jeune des colonies françaises, est décrétée lieu de déportation. Les 4 bagnes français, Brest, Rochefort, Toulon, Lorient, affichent complet. Et puis, dérision, l'air y est plus salubre qu'en Guyane. Voilà comment, colonie sacrifiée, le Caillou devient une terre promise au rebut de la société. Les déportations de droit commun ou déportations politiques ont peuplé les pays voisins tels que surtout l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, et même l'Amérique en d'autres plans. Je pense que c'est ce qui fait la richesse de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, disons, tout cet apport d'ethnie il y a 3-4 générations n'aurait pas d'histoire. Uniquement l'histoire mélanésienne. En 1984, ils s'appellent Haïfa, Boufnech, Larbi, Abdelkader, Ali. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés là? Où vivent-ils? Essentiellement à Nessadiou, près de Bourail, la deuxième agglomération calédonienne, et c'est, sans doute, la plus lointaine banlieue de leur métropole d'origine, l'Algérie. L'Algérie départementalisée, la deuxième insurrection kabyle a lieu en 1871. La répression est sévère. 7 mois plus tard, les insurgés connaissent leur traversée du désert, un désert liquide, l'océan, franchi en 4 mois de souffrance, le grand froid du Cap, l'alimentation infecte, la claustration. Comme avant eux, les communards, ils prennent le chemin de l'île des Pins. C'était en novembre 1872. Henri Rivière raconte. On les voit errant çà et là, résignés et stoïques, sous leur long burnous blanc que serre à la tête la corde en poil de chameau. Leur œil garde une flamme douce, à demi éteinte. Ils s'inclinent au passage d'un chef français avec l'humilité digne qui leur est propre. Et le soir, se prosternant au soleil couchant, ils baisent cette terre qui leur est ennemie, mais qui n'en est pas moins celle de Dieu. La loi d'amnistie de 1879 les écarte délibérément. 9 ans après leur arrivée, les déportés arabes sont transférés à Ducos, sur la Grande Terre. La loi française de l'époque, différente des lois arabes, est appliquée rigoureusement. Français et arabes mélangés continuent d'arriver. Aux déportés politiques viennent s'ajouter les droits communs, les transportés. À l'armée, il était gradé, lui, vous voyez. Il faisait de la boxe, c'était un costaud, mon père, et puis l'escrime. Oui. Il était joyeux. À l'époque, il était sergent-chef, j'en sais rien. Un beau jour, il avait une gamine, oui, et puis il y avait un Français, un militaire, là,
qui était à la caserne avec lui, il tournait autour de sa fiancée, vous voyez. Et c'est que mon père, il était jaloux, c'est normal. Quand on a une pépée, on la garde pour ça. Alors il s'est fâché. Et puis un beau jour, a décidé d'abattre son adversaire. Là. Et c'est de là qu'il a été condamné à 10 ans de travaux forcés et l'ont envoyé en Calédonie. L'amnistie arrive en 1895, mais le vieux monde essaime toujours. La fin de la déportation, le robinet d'eau sale, comme disait le gouverneur Feuillet, ne sera fermé qu'en 1898. Et près de 22 000 chapeaux de paille, symboles de l'infamie, constitueront la colonisation pénale de la Calédonie, mais on ne connaîtra jamais le nombre exact des Arabes des Antipodes. Si j'ai cherché à savoir, mais seulement il fallait trouver des registres, il fallait tout ça, alors j'ai jamais pu. Entre arabes, français, espagnols, corses, de toute race, quoi. Ils sont venus à 21 000 ici. Et c'était difficile? Oui, très difficile, ils ont très souffert. Je vais vous citer le Couidière, là, cette photo-là. Ils sont venus à 6 en Calédonie, condamnés. C'est un qui a tué de la famille. Il y avait 3 frères et 3 cousins. Eh ben, il y en a 2, ils ne sont même pas arrivés, c'était des bateaux de cette époque-là, à voile. Eh ben, 2 sont morts de rage dans le bateau. Mais ils sont tous morts ici, il n'y en a pas un cartonné. Ça a été terrible? Oui, ça a été terrible. Ils ont fait beaucoup de misère, beaucoup de misère. Maltraités, coupés de leurs racines, les déportés politiques restés après l'amnistie conservent leur fierté et leur dignité. Parmi eux, le frère du chef Mokrani qui mène la fantasia du cinquantenaire de 1903 sur la place d'Armes. Là, ils ont commencé leur fantasia. C'était une chose magnifique, debout sur leurs étriers, avec leurs fusils à la main et descendant à toute allure, debout sur leurs étriers. J'ai rencontré le chef Mokrani quand il venait au magasin de mon père. C'était vers les années 1900, 1901, 1902. Et je me souviens de Mokrani arrivant très digne avec son burnous blanc. J'étais vraiment très impressionnée. Mon père avait beaucoup d'estime pour Mokrani, qui était un homme vraiment extraordinaire. C'est le gouverneur Guillain qui concrétise l'idée de régénération par le travail. Cela aboutit à d'officiels contrats de chair humaine pour les grosses sociétés de la place et la création de la ferme pénitentiaire de Bourail. C'est l'implantation en Essadiou sur un domaine pénitentiaire de plus de 17 000 hectares. De colonisés, les Arabes deviennent colons. Les forçats paysans les plus méritants se voient attribuer une concession de 4 hectares, moyennant une rente annuelle et perpétuelle. Tous les forçats ne deviennent pas concessionnaires et libérés pour bonne conduite. Les fortes têtes ne craignent pas les sévices, ils les vivent au Cambrin ou ailleurs. Ils s'évadent dans la brousse et échappent quelquefois à l'efficacité redoutable des gardiens indigènes. Des gardiens qui ont reçu des consignes de férocité. Plus tard, la machine s'inversera, on utilisera des Arabes pour venir à bout de l'insurrection kanak. C'est ainsi que Nessadiou devient le paradis des évadés, à la réputation de coupe-gorge où pas un roumi ne pénètre. Certains condamnés français déjà mariés font venir femmes et enfants. Pour les autres, il y aura Bourail les Vertus. L'administration vide prisons et maisons de correction en France. Des convois de condamnées femmes, les futures fiancées, sont installés dans un couvent, gardé par des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, revolver à la ceinture, à côté du chapelet. C'est ainsi que l'on faisait parloir dans un kiosque
sous bonne garde. 2 ou 3 séances d'un quart d'heure et l'on était marié. Les enfants issus de ces mariages seront enlevés de leur milieu, les garçons placés à la ferme école de Néméara, les filles à Fontvoiry. L'acculturation commence. J'ai perdu mon père à 12 ans, hein, je suis très bien rappelé. Il a descendu de se marier, il a pris une fille de Fontvoiry, il y avait des convats là-bas, un convat, comment ils appellent ça. Hein. Et ben, celui qui voulait se marier, il allait là-bas, il demandait aux filles, ouais, il présentait, hein. Alors il s'est marié là-bas. Il a obtenu un terrain ici, un peu plus loin là. Hein. Alors c'est là qu'il a grossi là. Hein. La vallée de Nessadiou est fertile, mais le rapport financier est dérisoire. Un sac de 100 kilos de maïs se vend 5 francs de l'époque. Beaucoup vont donc se procurer de l'argent par toutes sortes de moyens. Et Nessadiou, devenue la vallée du malheur, vit en vase clos où vol, règlement de compte, prostitution se déchaînent. Dans les années 25-30, Nessadiou touche le fond de l'abîme. Beaucoup veulent alors quitter cette terre d'exil. Ils ne vont pas plus loin que Nouméa et s'adaptent. Ils assurent 90% des transports en fiacre. Alors ça, c'était vraiment aussi un souvenir pour moi, parce qu'il y en avait un nommé Ali, qui était celui qui venait chercher la famille pour les promenades. En fiacre? En fiacre. Il venait, par exemple, nous avions un abonnement au moment de la saison des bains militaires. Et il venait tous les matins à 6h30, il nous conduisait au bain pour 1 heure. Et c'était aussi le même Ali qui nous conduisait autour de Lanzatin, faire le tour de Lanzatin, et au cimetière. À Nessadiou, l'élément modérateur qui mettra un frein à la vague de banditisme née de la misère viendra de l'islam. Quelques musulmans suivent les prescriptions du Coran. C'est à cause d'eux que Nessadiou, parsemé de dattiers, sera surnommé la Petite Afrique. Et l'islam sert au début de ciment à la communauté arabe. Mais au fil du temps, les grands événements de la vie, circoncision, mariage, funérailles, se déroulent à l'occidental. À Nessadiou, aujourd'hui, si l'on est de confession musulmane, on continue d'être enterré au cimetière des Arabes. Mais les rites islamiques ont disparu. On trouve bien encore quelques gestes, comme des pièces de monnaie, qui remplacent les fleurs sur la tombe d'un chef religieux. Mais il n'y a plus de chef religieux. Et les gestes se sont vidés de leur sens. Sauf pour le dernier carré, 3 ou 4 vieux de Nessadiou. Je suis toujours ma religion, c'est ma religion, c'est ma religion. Je mourirai mahométan. Je suis né mahométan, je mourirai mahométan. Il y avait des fêtes au cimetière qu'on appelait des sadakas. Sadakas, après, une fois qu'ils finissaient leur prière, les marabouts, c'était la fantasia à cheval, c'était tout, c'était très joli. On tuait un bœuf, faisait à manger, il y avait peut-être 500-600 personnes au cimetière, au l'envers du cimetière, là-bas. Tout le monde mangeait, à midi, par là, ils faisaient leur prière. Après, il y avait la fantasia sur la route, tout le monde courait, faisait la fantasia à cheval. Avec les habits? Avec les habits, oui. Les habits, c'était quoi, le burnous? Ah non, c'était l'habit qu'on menait maintenant, là. Burnous, il n'y en avait qu'un qui s'appelait Sidi Moulay. Sidi Moulay et puis Shirkadi. C'était ceux-là, ils avaient toujours leur burnous. Leur burnous et puis leur machin autour de la tête. Même la sadaka, la charité obligatoire à tout musulman, a dû s'adapter. Pour les grandes occasions, elle peut avoir lieu, mais ce sera le dimanche, puisque tout le monde travaille le vendredi, jour saint musulman.
L'opération survie réussit donc, mais l'identité arabe s'est diluée avec l'effritement de la religion, avec l'absence totale de femmes arabes. Le mariage mixte chrétien-musulman était forcé ou inéluctable. Arrivés les mains vides, objets utilitaires ou culturels restés en Algérie, ils n'avaient pour tout bagage que leurs souvenirs. Un bien maigre patrimoine qui ne résistera pas à l'histoire. Jusqu'en 1936, la loi les obligera à donner à leurs enfants des prénoms chrétiens. Avant, c'était interdit. Hein. Ils avaient une haine sûrement contre la race arabe. J'ai pensé ça, hein, qu'ils n'avaient pas le droit. Il y a un passé qui n'est pas si lointain que ça, où je me souviens que porter son nom en entier, et le nom musulman que je porte, était quelque chose de très, très difficile. Pour mon père, notamment. Et je pense pour les autres aussi. Kader Boufnech, vous avez 3 enfants, c'est ça? Oui. Et ils ont tous des prénoms arabes? Oui, les 3 ils ont des prénoms arabes. Mais parce qu'on leur a donné des prénoms arabes parce qu'on est arabe. Et puis bon, si on, le peu qu'il nous reste d'arabe, si on le perd, eh bien c'est fini, on ne reconnaîtra plus, quoi. C'est pour ça que moi j'ai continué à donner des noms arabes et puis on continue un peu la coutume, quoi. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de, quand même, des jeunes arabes comme moi qui sont un peu perdus, qui ne devraient pas l'oublier, ça. Qu'on ne doit pas oublier ce qu'on est. François Larby est l'un des rares qui parle encore arabe. Par fierté et pour le souvenir de son père qui, jusqu'à sa mort, garda la marque des chaînes, il demande qu'on l'appelle Missoum. De leur origine arabe, les jeunes générations n'ont conservé que le nom. De lien de base, la langue n'existe pratiquement plus, faute d'interlocuteurs. Depuis quelques mois pourtant, un professeur algérien l'enseigne à nouveau, à Bouraï et à Nouméa. Mais les jeunes, même s'ils en ont le désir, n'ont plus le temps, comme pour une langue étrangère, d'apprendre la langue de leur père. Vous parlez arabe, monsieur Ali? Oui. Vous parlez arabe? Je parle pas mal. J'ai perdu beaucoup. Depuis que les anciens, tous les vieux, ils sont partis, on n'a pu en parler. Si, depuis qu'il y en a quelques-uns qui reviennent, comme ça, je parle avec eux, alors j'ai arrivé à reprendre un peu. Mais autrement, je savais couramment. J'avais même commencé l'alphabet en arabe, et puis il est mort, il m'a laissé, et puis avec, j'ai pu en fait continuer. Il n'y a eu plus personne. L'usure du temps a joué. Paradoxalement, les pieds noirs ont conservé plus d'habitudes nord-africaines, culinaires notamment, que ces Algériens-là. Et plus personne aujourd'hui ne peut dire le nombre des Arabes de Nouvelle-Calédonie. Car les courants de rencontre, les échanges, le creuset de l'assimilation a fonctionné pour aboutir à une identité qui n'est plus ni arabe, ni européenne, mais calédonienne. Je suis calédonienne avant tout et je suis le produit de plusieurs origines et laquelle pèse le plus ou laquelle est la plus importante, je crois que c'est vraiment indifférent, c'est très secondaire. Dans ma famille, il y a beaucoup de Français, toutes les races sont mariées avec mes sœurs, mais... Quelle race, par exemple? Ben oui, il y a des Chinois, des Japonais, des Arabes. Ce ne sont plus des Arabes, vraiment, ce sont des Calédoniens. Quand on vit avec des personnes pendant toute une vie, on s'est forcé qu'on s'apprécie davantage et puis on reconnaît les qualités des uns et des autres.
Et de fait, depuis la belle Céleste, orgueil de la fontaine de Nouméa, Céleste Benyamina, modèle du sculpteur Mahoux fin 19e, jusqu'à Jean-Pierre Haïfa, homme politique en 1984, les noms arabes ont marqué, jalonné la vie calédonienne. De nombreux sportifs ont été la fierté du pays. Christian Cadour, champion de saut, plusieurs fois sélectionné dans l'équipe de France d'athlétisme. Alain Reski, sprinter, médaillé des Jeux du Pacifique. Alik Boufnech, champion de cyclocross. Jean-Pierre Haïfa, médaillé des Jeux du Pacifique. Au bout du compte, tous ont su s'adapter. Au fil du temps, à Bourail ou ailleurs, on accepta de petits mais respectables emplois. Devenus calédoniens, leur amour des chevaux en prime, ils se sont tournés tout naturellement vers les activités essentielles et presque sentimentales des broussards, l'agriculture et l'élevage. Puis maintenant, on est venu des stockman. Mais c'est normal, les Arabes, les chevaux, ils aiment bien ça. Ah, dans les Arabes, les chevaux, c'est l'ami de l'Arabe. L'intégration, c'est-à-dire le consensus social, est bien vécu dans le monde du sport, de la politique, mais aussi des affaires. Ainsi, Gérard Miloud a économiquement et socialement fait sa place. 46 ans, marié à une Calédonienne, il est depuis 12 ans le président de l'Amicale des Arabes, pour retrouver la chaleur de la convivialité, car le renouveau islamique qui secoue le monde les laisse totalement indifférents. Des marins algériens de passage cherchent à remonter le temps. Chez les Arabes de Calédonie, ils ont trouvé un écho favorable car tous gardent dans un coin secret de leur cœur, comme une curiosité, le rêve d'aller voir la terre d'origine idéalisée. Un petit peu, oui. Un petit peu. J'aimerais bien un jour y aller, pour simple curiosité, mais sans plus. Je suis trop vieux peut-être maintenant pour y aller. Mais vous auriez bien aimé quand même. Oui, bien aimé, bien aimé. J'aimerais beaucoup parce que c'est un pays de mon père et j'aimerais beaucoup aller voir, mais pas pour y rester. Vous êtes devenu complètement calédonien? Ah oui, je suis calédonienne, mais j'aimerais bien aller voir. Si je me retrouvais là-bas à l'heure actuelle, je ne sais pas si je pourrais me réadapter. Hein. Tandis qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est mon pays, j'y suis né. Et... Nous sommes calédoniens avant tout, nous sommes attachés à cette terre, notre culture, finalement, notre modus vivendi, il est calédonien, il est sur cette terre. Et bon, parler, par exemple, me parler à moi d'Algérie ou parler à mon père de la culture musulmane, c'est quelque chose de tout à fait abstrait, parce que ça ne correspond à rien. Comme c'est le caillou qui nous rattire toujours, alors j'ai préféré rester sur le caillou. Je dis des fois, dans les autres pays, on ne sait pas comment c'est, ça, j'ai pas voulu quitter. Finalement, à travers l'histoire des Arabes des Antipodes, apparaît en filigrane l'histoire de toutes les personnes déplacées, les nouveaux Calédoniens que l'écrivain Jean Mariotti, autrefois, comparait à un amandier fou. Le Calédonien Mariotti disait « Planté dans cette terre étrange, le jeune amandier n'avait pu s'acclimater. Il gardait souvenance des appels de la terre boréale et se couvrait de fleurs, promesse jamais réalisée d'un fruit à cueillir, car
Trompés par la douceur persistante de la température, il ne leur laissait pas le temps de se transformer et reprenait sans cesse sa floraison hagarde. L'arabe il a dit le katba. Le katba ça veut dire c'est le destin. Aujourd'hui, le cycle commence à s'ordonner, une identité commune à sortir du conglomérat. La Calédonie est sur le point de devenir réellement nouvelle, une autre Calédonie qui aura besoin de toutes les affections. C'était Mektoub, le destin des Arabes de Nouvelle-Calédonie, un magazine réalisé il y a 30 ans par Marie-France Cubada et Guy Ledu. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau que nous avons installé ici à Bourail, dans la vallée de Nessadiou, 3 invités. Tout d'abord Jean-Pierre Haïfa, ancien maire de Bourail de 1977 à 2001. Jean-Pierre Haïfa qui a également occupé le poste de président de l'Assemblée territoriale de 1981 à 1984. Bonjour. Bonjour. Mon deuxième invité, c'est Abdelkader Boufneche, président de 2 associations, l'Amicale des Arabes de Nouvelle-Calédonie et l'Association des descendants d'Algérie et maghrébins de Nouvelle-Calédonie. Mon troisième invité est en fait une invitée, il s'agit de Nadia Prati, née Ali Ben Ahmed, qui est agricultrice. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Ma première question s'adresse à vous, Jean-Pierre Haïfa. Tout d'abord, par quel prénom est-ce qu'il faut vous appeler? Parce qu'on vous appelle aussi Tayeb. Lequel de ces 2 prénoms a votre préférence? Eh bien, écoutez, si j'arrivais à temps tout temps avec un passeport sur lequel il y est Jean-Pierre, ça ne marcherait pas. Donc mon prénom, le seul que j'ai à l'état civil, c'est Tayeb. Le prénom de Jean-Pierre, il vient du fait qu'il a fallu être scolarisé à Bourail après la mort de mon père en 1949. Et il fallait obligatoirement, pour aller à l'école privée, être baptisé. Ce n'est pas uniquement le cas de mon cas à moi, c'est le cas de plusieurs dizaines de Bouraiers. Et vous, Abdelkader Boufneche, Abdelkader, c'est votre prénom. Est-ce que vous avez un prénom en français? Oui, j'ai un autre prénom. Et je m'appelle Abdelkader François et Boufneche, quoi. Alors, ce n'est pas la première fois que vous revoyez ce film que nous venons de voir à l'écran, Mektoub, le destin des Arabes de Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un film qui a été projeté à de nombreuses reprises dans différentes manifestations. Est-ce qu'on peut, Jean-Pierre Haïfa, toujours ressentir la même émotion lorsqu'on voit ce genre de film qui est dédié à la mémoire des Maghrébins de Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'avec les années, l'émotion finalement finit par passer? Non, c'est toujours la même émotion, pour la bonne raison que la plupart des acteurs à l'époque, des personnes qui ont été interviewées par Marie-France Cubada, mais sont partis. C'est-à-dire qu'ils sont ici derrière nous, dans le cimetière. Donc c'est toujours avec une grande émotion. Et nous avons eu la chance de le revoir à l'exposition Khaledoun à l'Institut du monde arabe. Et quand on voit ce film, on est toujours épris d'émotion parce que c'est nos vieux qui étaient là et qui sont partis aujourd'hui. Et vous, Nadia Prati, c'est un film que vous avez vu dans le passé? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette époque lorsque vous l'avez vu pour la première fois? La première fois, quand je l'ai vu, j'étais fière de voir mon grand-père, mes oncles dans ce reportage. Mais par contre, ensuite, j'ai eu beaucoup d'émotions en le revoyant. Alors, Abdelkader Boufneche, vous aussi, vous apparaissez dans le film de Marie-France Cubada. Oui, c'est avec une grande émotion. Pour moi, ça a été le meilleur reportage sur les Arabes en Nouvelle-Calédonie. Les autres, ils sont un peu moins bien.
Et lorsque je repasse ces documentaires, je me rappelle que de tous ces vieux qui nous ont raconté leurs histoires et que malheureusement on a oublié un peu parce qu'on n'avait pas à l'époque pensé qu'on allait disparaître aussi vite. Et ce reportage pour moi est unique. Quelles sont vos origines à vous, Jean-Pierre Tayeb Haïfa? Ah ben moi, comme je l'ai souvent dit, ma fierté, c'est d'avoir double origine du côté de ma mère par mon grand-père maternel, Tayeb Ben Hassen, qui a été déporté en 1867 en Nouvelle-Calédonie, donc qui a fait partie, je veux dire, des premiers contingents 1864-1868, puisqu'après il y a eu un arrêt de la déportation, et de par mon père, qui a été déporté en 1895. Donc faisant partie pratiquement des dernières déportations en Nouvelle-Calédonie. Comment votre ancêtre s'est-il retrouvé en Nouvelle-Calédonie? Il s'est retrouvé condamné, un par un tribunal à Oran, donc mon grand-père maternel, et puis mon père, lui il a été déporté, condamné par le tribunal de Constantine. À l'époque, c'était pour des faits. Il ne faut pas non plus se cacher derrière le petit doigt. C'est-à-dire que nos pères ou grands-pères ont été déportés ici comme des sujets. Ils n'étaient pas français, pas citoyens français. Donc ils ont été condamnés par des tribunaux à l'époque, des tribunaux d'exception. Parce que, imaginez-vous, qu'en Nouvelle-Calédonie, ce soit un tribunal algérien qui juge quelqu'un en Nouvelle-Calédonie. Ben là, à l'époque, la France jugeait et déportait les Algériens avec un billet simple, à la différence des condamnés de France qui, eux, pouvaient venir ici et amener leur famille ou faire venir leur famille. Nous n'avons pas eu cette chance. Mon père était marié, mon grand-père maternel était marié, il n'a pas pu faire venir sa femme. Mon père était marié, il avait une femme et un enfant. Quand il s'est retrouvé ici, est-ce qu'il a pu raconter par la suite aux descendants les conditions de la traversée, les conditions de détention ou la vie après? Est-ce qu'il en parlait ou pas? Non, il n'en parlait pas. La question de détention, ils n'en parlaient pas. On sait que ça a été affreux. La traversée, ça a dû être horrible parce que 4 mois, 3 et 4 mois sur des voiliers, dans les cales ou dans les cages comme les premiers transportés. Donc ça a dû être horrible. Est-ce qu'il parlait de la vie en Algérie? Non plus. Sujet tabou. Comment est-ce que ça a été la vie après avoir purgé la peine? Comment est-ce que votre ancêtre a bâti sa vie en Nouvelle-Calédonie? Comment il a bâti sa vie en Nouvelle-Calédonie? Il a bâti sa vie comme tous les déportés libérés, après 25 ans de bagne. Il a été installé donc sur une terre de 4 hectares dans la vallée de Bogen. Et puis il a dû donc prouver qu'il était capable de produire pour ensuite pouvoir se marier. Donc il a eu le même régime que ses prédécesseurs, donc il n'y a pas eu de régime particulier. Une fois devenu propriétaire terrien, est-ce que la vie a été plus facile? Non, la vie a été très difficile. Et il ne faut pas se cacher non plus que nous avons tous grandi, peut-être à l'exception des autres générations, mais la première génération a grandi dans la pauvreté, je dirais même dans la misère. Quelles étaient les ressources dont vous disposiez quand vous parlez de pauvreté? On disposait des ressources de la terre, c'est-à-dire qu'on produisait. On produisait du maïs, on produisait du haricot sec, on produisait nos poules, donc la volaille, quelques vaches laitières pour faire du lait, et puis surtout une paire de bœufs de travail pour labourer la terre et produire. On produisait à l'époque maïs, haricots, petits pois, arachides pour faire l'huile. Et donc on vivait en autarcie. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est pauvre même en ayant de la nourriture à profusion? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gaspillage. Et puis on avait, dans la baie de Bogen, on avait une chance, c'est qu'il y avait un commerçant qui s'appelait donc Saïd Belpatron, qui donc faisait le crédit aux familles. Si on n'avait pas eu ce commerçant, donc qui était un arabe, pour faire le crédit aux familles, je pense qu'on n'aurait pas eu la possibilité de manger un morceau de pain tous les jours. Comment est-ce que vous avez pu aller à l'école et puis ensuite aller plus loin, vous lancer dans la politique? C'est la bonne question. À l'école, à l'époque, il y avait l'école de Bogen, qui était une école à cycle incomplet.
qui a fermé dans les années 69. Mais donc en 1946, mon père est décédé. Et donc nous avons dû, après les inondations de 1946, il y a eu 3 inondations. Et à l'époque, il n'y avait pas d'assurance. Ma mère n'a pas pu tenir. Et donc elle a rapatrié sur Bourail, sur le village. Et elle a trouvé un emploi donc, comme lingère. Donc à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Lingère chez les sœurs du Sacré-Cœur. Et à partir de là, on était à l'école à Bourail, à l'école publique. Mais l'école publique était une école un peu réservée à Bourail, à, je dirais, la société bouraillaise, la bonne société bouraillaise. Donc, devant les attaques et les insultes donc, de Salbico et autres, donc ma mère, lorsqu'elle l'a appris, elle a décidé de nous faire rentrer à l'école privée. Et c'est de là, pour rentrer à l'école privée, mais il fallait être baptisé. Et donc, on est allé à l'école privée. L'école privée de l'école catholique l'école catholique, oui, l'école catholique. À Bourail, il n'y avait que de l'école catholique privée. Et ensuite, donc, après le certificat d'études, j'ai été à Nouméa, donc au lycée professionnel. Et donc, voilà, j'ai fait mon parcours au lycée professionnel électricien. Et je suis rentré à la Société Nickel à l'âge de 17 ans. Pour revenir sur votre ancêtre, est-ce qu'à un moment donné, il a formulé le vœu de retourner en Algérie Bien sûr, mais bien sûr. Ils ont tous formulé le vœu de retourner en Algérie, mais ils n'en avaient pas forcément la possibilité. Est-ce qu'ils étaient tous malheureux ici? Déjà, exilés, c'était vraiment le terme qu'il fallait utiliser, le terme d'exil. Le terme d'exil. Et pour l'arabe partant de sa terre, l'arabe a des attaches à la terre, je dirais aussi profondes, et même on pourrait donc dire qu'il y a des similitudes avec le kanak ici. La terre, c'est la terre nourricière, c'est la terre où on doit être enterré. Et donc ça, effectivement, ça a été certainement un grand déchirement. Mais un déchirement aussi pour la famille, parce qu'ils avaient des familles. Il y avait de la famille, il y avait des amis, il y avait des terres qui étaient restées en Algérie pour la plupart des Arabes qui ont été déportés ici. Et donc ils n'ont pas pu retrouver ni leur famille, ni leurs enfants pour certains, puisqu'il y a eu quand même plusieurs enfants, il y a eu plusieurs enfants qui sont restés en Algérie avec les mères. Et donc ne pas retrouver la famille, ça a dû être quelque chose d'épouvantable pour eux. Et être enterré en terre étrangère, ça a dû être, je dirais, doublement frustrant pour eux. Et vous, Abdelkader Boufnech, quelles sont vos origines? Ben moi, je suis de par mon grand-père, je suis de El Milia, c'est-à-dire de Djel. Et par mon grand-père maternel, je suis de Barika, c'est-à-dire de la section de Batna. Pour quelles raisons vos ancêtres se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie? Ben, mon grand-père Boufnech, il est venu pour assassinat. Il a fait 8 ans de bagne. Et le grand-père Taïeb, lui, il est venu à la place de son frère. Parce qu'en Algérie, il y avait eu un meurtre, un meurtre. Et Taïeb, il avait 2 enfants, 2 garçons. Et un, il était marié. Celui qui avait en fin de compte assassiné, le gars, il était marié, il avait 3 enfants. Alors les gendarmes, ils ont dit au Boufnech, à Taïeb, demain, il faut qu'un de tes fils vienne se déclarer prisonnier pour avoir l'assassinat. Alors la famille a décidé que c'était le plus jeune qui allait se rendre, parce que lui, il était célibataire. Et c'est comme ça que Taïeb est arrivé en Calédonie sans avoir d'assassin, c'est son frère. Il avait pris la place de son frère, quoi. C'était les seuls membres de votre famille à faire partie des convois de déportés? On a retrouvé un autre qui venait de Béjaïa, un Boufnech aussi. Mais on ne sait pas si en fin de compte si c'était de la famille ou quoi, mais il porte le même temps que mon grand-père, quoi. Comment est-ce que vous avez pu avoir des témoignages de leurs conditions de détention, de leur séjour ici en Calédonie, de leur traversée? Est-ce qu'ils en parlaient ou pas? Non, mon père m'a jamais raconté, parce que moi j'ai pas connu mes 2 grands-pères, mais mon père m'a jamais, ni ma mère nous ont jamais raconté de ce que leur avaient dit leurs grands-parents. Juste dit que voilà, l'autre était venu à la place de l'autre et puis que grand-père Taïeb, Boufnech avait fait un assassinat, mais pas plus, quoi. Comment ça s'est passé la vie après? Est-ce qu'ils sont devenus agriculteurs ou est-ce qu'ils ont eu d'autres activités? Mais ils ont fait un peu tout. Mes grands-pères, ils ont fait un peu la pêche, ils ont fait un peu la chasse, ils ont vécu avec leur revenu de l'agriculture. Ils ont
ils ont bien travaillé, de toute façon, parce qu'en fin de compte, ils ont toujours eu à manger. Et ils étaient pas pauvres, mais en fin de compte, ils n'étaient pas malheureux, comme on voit dans les films de Chine, tout ça, là. Ils avaient toujours sur la table quelque chose, ils faisaient leur pain eux-mêmes, ils avaient leur pain, leur beurre, ils avaient la culture, les légumes, les poules, les bétails. Non, moi je pense qu'ils ont été très pauvres, mais pas malheureux, comme on voit dans des pays en ce moment à la télé. Comment est-ce que votre enfance s'est déroulée, vous et le reste de votre famille? Est-ce que vous diriez que ça a été aussi difficile que dans la famille Haïfa, par exemple, ou vous avez connu un autre sort? Non, je pense que l'époque les plus ancienne a peut-être plus été malheureuse que nous. Nous, on n'a pas eu trop à se plaindre. En plus, on n'a pas eu trop à se plaindre parce qu'on a vécu en Nessadiou. On a vécu avec les gens de Nessadiou qui nous respectaient. On ne se faisait pas appeler bico, on se faisait pas. Il n'y avait pas de différence entre nous. On disait sale blanc ou sale arabe, mais entre gosses. Mais les parents, ils vivaient bien entre eux. Il n'y avait pas de problème. Et notre père n'a jamais voulu, par rapport à la religion, comme à une école à Bourail. Il a dit non, on est des musulmans, on ne doit pas aller. Tandis que c'est ça que sa famille Bouffnech, elle a été sévère là-dessus. Le grand-père était très sévère là-dessus. Il faisait sa prière, il a resté comme dans les coutumes, les traditions d'avant, quoi. Donc vous avez fait uniquement votre scolarité à Nessadiou ou vous êtes sorti d'ici pour pouvoir poursuivre vos études? Non, j'ai fait jusqu'à Nessadiou, j'ai passé le certificat d'études à Nessadiou, puis après on a arrêté. Vous, Nadia Prati, vous êtes née Ali Ben Ahmed, vous Oui. êtes d'origine arabe. Oui. Quelles sont vos origines? Alors du côté de mon papa, donc avec Kader, nous avons les mêmes grands-parents, Tayeb. Et après du côté Ali Ben Ahmed, mon arrière-grand-père, lui, a été déporté pour avoir poignardé une autre personne. Et après, du côté de ma maman, mes origines sont... Mon grand-père est japonais et ma grand-mère est vietnamienne. Est-ce que c'était un sujet de discussion à table ou dans la maison de parler de ceux qui sont arrivés un jour ici en Nouvelle-Calédonie Mon grand-père n'en parlait jamais. C'était vraiment un sujet tabou? Peut-être pas, mais bon, il nous en parlait pas. Il me parlait plus de sa vie à lui que de celle de ses parents. Est-ce que vous avez cherché à en apprendre plus sur l'histoire de vos ancêtres? À la suite, oui. Ça fait peut-être à partir de 35 ans que j'ai vraiment cherché à connaître, à savoir des choses sur mes origines. Jean-Pierre Haïfa, la grande majorité des familles descendants des premiers Arabes ont prospéré. De statut de colonisés en Algérie, ils sont devenus des colons. Quels étaient les rapports qu'entretenaient les Arabes avec les autres communautés, en particulier les Kanaks par exemple? Oui, écoutez, je crois que là c'est encore une bonne question. Quand on parle de destin commun, je crois qu'il y a beaucoup de familles à Bourail qui sont rentrées dans le destin commun avant qu'on en parle, hein. D'abord, il n'y avait pas de femmes arabes ici, donc les Arabes sont pratiquement tous mariés avec des femmes, comme disaient les Roumis, les Françaises, ou même avec des femmes Kanaks, hein. Les métissages ici, moi je me souviens, plus particulièrement de ceux qui étaient proches de chez nous, les Mistoura, Mistoura était un ami de mon père, ils se connaissaient en Algérie. Était marié avec une femme kanak de la tribu de Wowe. Il n'y a pas eu de conflit à certains moments? Écoutez, il y a eu l'utilisation de l'Algérien qui a été déporté, qui faisait partie des peuples colonisés par la France de l'époque napoléonienne, qui ont été déportés ici comme condamnés. Il fallait certainement peupler le pays et trouver de la main-d'œuvre à bon marché. À partir de là, effectivement, pendant la révolte, l'armée française a utilisé les condamnés arabes pour mater la rébellion, et plus particulièrement la rébellion de Koné. Ça, c'est sûr. C'est bien connu du système colonial. On utilise le colonisé pour mater celui qu'on veut coloniser. Mais ce que l'on peut dire, c'est que par la suite, il y a eu un très grand respect des Kanaks vis-à-vis des gens, plus particulièrement de Nessadiou.
On pourrait dire même que pendant les événements, il n'y a pas eu de revendication. Et Dieu sait que la Nessadiou, quand on regarde le quadrillage de Nessadiou, on retrouve les tribus, et c'est pas vieux. C'est qu'on dit c'est pas vieux, ça remonte à 1878, c'est-à-dire à la dernière révolte de 1878. Il n'y a jamais eu de revendication des Kanaks sur la vallée de Nessadiou. Comme sur la vallée de Bourgogne, il y a eu quelques demandes de terre qui avaient été rachetées par l'office foncier à l'époque, que les Kanaks ont demandé en attribution. Mais il n'y a pas eu ces phénomènes que l'on a connus dans le territoire extérieur. Bon, moi, pour ma part, j'ai aucun problème. J'ai eu aucun problème pendant toute ma vie politique, puisque de toute façon, l'opération qui a été faite par la FNSC avec Jean-Marie Tjibaou en gouvernement, celle-là, je ne la revendique pas, je n'étais pas tout seul, mais je la revendique aujourd'hui pleinement, puisque la plupart de mes amis avec qui on avait fait l'opération sont morts. Je n'ai jamais regretté. Moi, j'ai des enfants Kanaks, j'ai des enfants métis Kanaks, dans tous les sens du terme, de la Grande Terre ou des îles. J'ai des enfants mariés avec des Kanaks, avec des Tahitiennes, avec des Malabars et autres. Et moi, ce problème-là ne se pose pas chez moi. Vous, Kader Boufnech, qui présidez deux associations, comment vous ressentez les relations entre les Arabes et, par exemple, la population ici, les Kanaks de Bourail? Ben, avec les Kanaks de Bourail et même d'ailleurs, on est bien. Parce que dernièrement, quand on a fait le truc du la journée du patrimoine, avec Bernard Salem et tout ça, les coutumiers sont venus. Et même dans les nouvelles, ils avaient mis que Nessadiou ne pouvait pas être revendiqué car les anciens avaient donné Nessadiou aux Arabes. C'est pour ça qu'on a toujours considéré, Nessadiou a toujours été considéré comme quoi un village particulier. Mais moi, je tiens à dire aussi, surtout, pour moi hein, personnellement, je pense que on est plus mal vu depuis une certaine époque qu'à l'époque des anciens. C'est depuis qu'on a construit la mosquée, je pense qu'on a été plus critiqué qu'avant la mosquée. Dès qu'on a fait la mosquée, on a commencé à nous dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas les Kanaks. C'est les autres ethnies du territoire qui nous disent qu'il fallait brûler la mosquée, qu'il fallait faire tout ça. Quand on allait demander des dons à ces gars-là, ben les gens, non, si c'est pour la mosquée, on ne donne pas, si c'est pour le cimetière, on donne. Je pense que là, notre communauté, même notre communauté à nous, a eu un partage, parce qu'il y avait ceux qui étaient restés musulmans et ceux qui n'étaient pas musulmans. Et je pense que moi, avec les Kanaks, ils m'appellent de toute façon, ils m'appellent de tous les noms. Ils m'appellent Sadat, le Kabyle, l'arabe, je rigole même. Moi, je suis vraiment bien avec les Kanaks. De toute façon, j'ai un de mes fils qui reste qu'une Kanak, et mon beau-fils, c'est un métis Kanak de Pueblo en plus. Alors on parle de surnom, il y a un surnom qu'on vous a particulièrement attribué à vous, Jean-Pierre Haïfa, c'est celui de calife. Quelle en est l'origine? L'origine, je crois qu'elle est dans le dessin d'Isno Good, le calife à la place du calife. C'est certainement venu à un moment donné où effectivement, comme disait Kader Boufnech, c'est pas les Kanaks qui nous repoussent, c'est plutôt une certaine catégorie d'Européens. C'est quand j'ai pris la place à la mairie en 1977, et il est vrai que là, on faisait une liste avec les Kanaks, on réussit à chavirer, je dirais, une équipe qui était là par tradition depuis qu'existait la commission municipale de Bourail. Donc je crois que c'est à partir de là qu'on m'a baptisé le calife, et puis après, bon, c'est resté, les gens de Nessadiou, tout le monde m'a appelé le calife, et puis bon, c'est resté, sans plus. Ça ne va pas monter à la tête. Hein. Je disais, la grande majorité des familles algériennes a prospéré. Est-ce qu'il y a des familles qui se sont enrichies, au même titre que l'on parle de grandes familles calédoniennes? Est-ce qu'il y a de grandes familles arabes? Mais c'est-à-dire que ça dépend ce que vous appelez grande famille arabe. Oui, dans les descendants, si on voit la famille Salem se réunir, ils sont quand même à 300 ou je ne sais pas combien. Si la famille Boufnech se réunissait, il serait certainement au moins 150 ou 200. Nous, on se réunit, ben voilà, on est 150-200. Donc, on est des grandes familles. Alors maintenant, concernant l'enrichissement, ceux qui sont enrichis, ceux qui ont réussi, ce n'est pas ceux à qui les parents ont laissé des fortunes, c'est-à-dire qui sont arrivés à la force du poignet. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez grand nombre de noms
descendants d'Arabes, Algériens, Tunisiens ou Marocains avec des affaires, c'est parce qu'ils ont travaillé. Hein. Ils n'ont pas eu d'héritage qui leur a permis, je dirais, de vivre sur le lard que papa ou le grand-père leur a laissé. Kader Boufnej, est-ce qu'il y a de grandes familles calédoniennes que vous connaissez qui ont prospéré, qui sont enrichies? Ben oui, il y en a. Les Arabes sont comme tous les autres. Hein. Ceux qui ont travaillé, qui n'avaient pas un cocotier dans la main, ils ont réussi. Hein. Beaucoup, vous prenez Nouméa ou Miloud, mais même moi, je parle de ma famille, mes enfants, qu'ils ont réussi par leur labeur. Et il y a comme Ismaël El Larbi, les familles Larbi qui sont devenus éleveurs. Mais il ne faut pas dire, mais il y a Haïfa qui a réussi aussi, il ne faut pas oublier. Il y a Moulin, il y a même Salem qui a une grande propriété. Non, les Arabes qui ont travaillé ont réussi, et ça, il faut leur tirer leur chapeau. Pas, ils ont commencé bagnards, et maintenant on les respecte, ils ont un nom dans l'histoire de la Calédonie. Monsieur Boufnej, dans les deux associations que vous présidez, est-ce que vous avez pu recenser le nombre de descendants d'Arabes qui résident en ce moment en Nouvelle-Calédonie ou pas? Est-ce que vous avez pu faire un comptage? Non, en fin de compte, si on a deux associations, c'est spécial. C'est-à-dire que l'association des Arabes, elle est composée de tout un tas de monde. Et à l'époque, j'étais président, et il y a eu la mosquée. Et il y a des gens de l'association des Arabes qui ont dit qu'il faut qu'on ferait un statut pour la mosquée parce qu'on ne veut pas que mélanger le culturel et cultuel. Alors que le statut, il est culturel et cultuel. Mais ces gens-là, ils avaient avant, quand ils sont venus dans l'association des Arabes, n'avaient jamais participé à l'association. Ils ont voulu nous commander. Alors on a préféré nous sortir en créant l'association des descendants d'Algériens avec notre propre compte et notre propre pour faire vivre la mosquée. Comme ça, il n'y avait pas eu de problème. Sans ça aurait créé vraiment un problème entre nous. Surtout, c'est pas avec les chrétiens, les Français chrétiens qu'on a des problèmes. C'est avec les Arabes chrétiens qu'on a des problèmes. Mais sans ça, c'est pour ça qu'on a préféré créer une nouvelle association. Mais qui est une petite association qui n'embêtera jamais l'association des Arabes. Hein. Alors, en 1986 a eu lieu le premier pèlerinage, un retour aux sources, qui est à l'origine de l'organisation de ce voyage. Ah, c'est Sédik Taouti, c'est ni Kader ni moi, hein. C'est un ami commun qui est décédé maintenant, qui était venu en Calédonie au début des années 80, 84, et qui est donc au retour d'une mission dans le Pacifique, puisqu'il est passé voir donc les musulmans du Pacifique étaient en Australie, et en Australie ils lui ont appris qu'il y avait une communauté algérienne en Nouvelle-Calédonie. Donc il a débarqué et on a eu la chance. Je dis bien on a eu la chance avec Kader, c'est qu'on était les premiers à le recevoir. On a eu cette chance, et lorsqu'il est rentré en Algérie, donc il a fait sa tournée donc des ministères pour raconter son histoire, vécu ici. Et donc il est revenu plus tard en ayant organisé un voyage pour 13 personnes, hein, puisqu'ils étaient en 13 à l'époque, beaucoup de vieux aujourd'hui qui ont disparu aussi, hein, qui étaient dans le voyage. Et donc la découverte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était une découverte organisée, c'est-à-dire que tout était organisé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de latitude, ou très peu de latitude, pour aller circuler, aller essayer de voir quelqu'un d'autre ou aller faire des recherches. On était complètement bien encadrés. Alors tout en étant encadrés, vous étiez quand même bien accueillis? Oui. Je voudrais rajouter un petit truc de Sédik Taouti, parce que dans l'association des musulmans, il y avait deux personnes, Ali Ben Ahmed et puis moi. Et comme le professeur Ketani, un Marocain, est venu, il a dit « mais c'est quoi ces noms-là dans l'association des musulmans ?» Et il a donné le message à Sédik Taouti qui est arrivé en Australie. Et Sédik Taouti nous a appelé au téléphone, il nous a appelé, et c'était chez Monsieur Reversé, qu'on a appelé en Arabie Saoudite. Et là-bas, il pleurait. Il a dit, l'Algérie vous a abandonné, mais moi, je ne vais pas vous abandonner. Et quelque temps après, il est revenu, et c'est là qu'il a dit, quand il est reparti, moi je dis, c'est pas pour me dire quelque chose de moi, il m'a dit, tu feras une lettre au journal Moudjahid, qui était à l'époque le journal du gouvernement. Fais une demande et moi j'appuierai pour qu'il y ait un voyage organisé pour les Calédoniens, pour les Arabes descendants. Et on a fait j'ai fait l'écrit, et quelques temps après, il était 11h du soir, il m'appelle, ça y est, le voyage, et il y a 12 personnes d'invités. Et il avait essayé malheureusement, j'ai encore le courrier, de contacter Haïfa qui était maire à l'époque. Il m'a dit, j'ai pas pu l'avoir pendant 2 semaines à Jean-Pierre.
Et dit voilà, il vient de recevoir son message, comme quoi qu'il avait reçu le message de Jean-Pierre. Et j'ai encore son courrier. C'est pour ça que je dis qu'on a été vraiment taoutis avec Jean-Pierre. On a fait beaucoup de choses pour que les descendants d'Algériens soient reconnus dans le monde entier, quoi. Jean-Pierre Haïfa, comment se sont passées les retrouvailles avec votre famille? Alors, bon, les retrouvailles, ils remontent avant. Ils remontent à 1983 lorsque Tayeb Belguiche, donc du journal El Moudjahid, était venu en Nouvelle-Calédonie et avait rencontré Jean-Marie Tjibaou. C'est à partir de là avec les familles, il y a eu de nouvelles relations, puisqu'il avait fait un article dans El Moudjahid en disant qu'il y avait un président à l'Assemblée territoriale qui était algérien. Donc ça a tout de suite tapé. Et comme il a émis mon nom, donc on a eu les premiers contacts que j'ai eus en 1983 avec les familles. Ensuite, lorsque nous sommes passés en 1986, donc dans ce voyage qui avait été organisé donc par le gouvernement algérien, donc il y a eu un petit contact très court pris avec la famille Haïfa, parce qu'il y avait un problème qui était posé, c'est qu'il y avait une ville qui avait été construite sur un terrain qui appartenait à mon père. Donc il fallait le rétrocéder, parce que c'était des terrains privés. Malgré l'indépendance en 1962, ces terrains restaient toujours au nom Haïfa, donc il a fallu faire des actes, et il a fallu faire signer toute la famille ici, puisque nous, ici, à cette époque-là, nous étions la première génération, puisque ma sœur, enfin la fille de mon père, donc notre sœur, elle était décédée en 1939 ou 1940. Donc voilà un petit peu comment on a retrouvé la famille. Et puis après, il y a eu les voyages. Il y a eu les voyages donc organisés autour des films de Saïd Oulmi. Donc il y a eu les voyages, et puis là, tout le monde a retrouvé, et tout le monde a fait des démarches. Ceux qui étaient venus en 86, ceux qui n'ont pas fait des démarches, et ceux qui n'ont pas voulu, pour retrouver les familles. Mais le voyage de 86 a permis de retrouver les familles algériennes. Parce que des familles en France, on en a, des familles en France. Et vous, Keder Boufnesh, comment se sont passées les retrouvailles avec votre famille? Au premier voyage qu'on a fait en 86, là, à l'arrivée à l'aéroport, il y avait les Tayeb qui nous attendaient. Mais de toute façon, ils nous attendaient. Vous savez qu'on a été reçus, après on les a vus à l'hôtel là-bas. Mais nous, ce qu'il y a, c'est que nos familles, on s'est toujours écrit. La famille Tayeb a toujours écrit à ma mère, parce qu'il y avait eu aussi un problème de foncier, comme il dit Haïfa, là, et qu'il a fallu régler, qu'il fallait faire écrire pour dire qu'il repassait à la famille les terrains. Et la famille Boufnesh, elle n'a jamais changé du même village où mon grand-père était parti. Ce qui fait que ça n'a pas été difficile pour se retrouver, quoi. Notre famille, il n'y a pas de problème, quoi. Est-ce que vous avez beaucoup pleuré à ces occasions, ou vous avez su contenir vos émotions? Moi, c'était mais ça, c'est surtout en dernier. C'est lorsqu'on a été sur la plateforme où il habitait mon grand-père. Et là, vraiment, ça a été... Moi, je me revoyais en train de jouer là avec mon père, ou là, ça nous a vraiment touché, et ça m'a ému vraiment, que ça restait gravé, ça. Là. Quand on revoit la plateforme, on dit, ben voilà, les arbres qu'ils ont plantés, et tout ça, mais c'était vraiment, ça m'a touché. Même, quand on en parlait encore, ça me touche, je me revois encore là-bas, sur cette plateforme. Voilà, c'est et les Tayeb, ça n'a pas été parce qu'on s'est retrouvé, on n'a pas été où on habitait, on s'est retrouvé à l'hôtel, on s'est retrouvé à des endroits où il n'y avait pas d'émotion à avoir. Mais avec les Boufnesh, c'était vraiment le plus grand, je crois, vraiment un jour que j'oublierai jamais. Nadia Prati, vous avez des enfants? Est-ce que c'est un héritage que vous transmettez à vos enfants? Oui. De quelle manière vous le transmettez? Déjà pour leur apprendre tout ce qui est religion, tout ce qui est un rapport avec... on leur parle beaucoup de qu'est-ce que nos arrière-grands-parents ont subi quand ils sont arrivés ici, et que que eux, il faut qu'ils soient quand même dignes, qu'ils se montrent dignes de qu'est-ce qu'ils ont laissé.
Quand vous parlez de dignité, c'est de quelle manière, comportement, et quel type de comportement est-ce qu'il devrait avoir? Qu'il soit toujours honnête, droit, de respect des autres. Alors, il y a beaucoup de descendants d'Arabes qui sont présents sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment qu'il y a un devoir de mémoire à accomplir. Jusqu'où est-ce que ce devoir de mémoire peut-il aller? Est-ce que vous demanderiez, par exemple, des excuses à l'État français ou pour vous, c'est trop demandé? Kader Boufnech? Écoutez, bon, Kader va répondre, il fera sa réponse. Des excuses que l'Algérie demande à la France, des excuses pour, je dirais, la guerre d'Algérie, je dirais qu'à la limite, bon, ça peut se comprendre. Il est vrai que nos parents ou grands-parents, lorsqu'ils ont été condamnés, c'était pas français. C'était pas français, c'était des sujets. C'était des sujets. Vous imaginez que vous avez en face de vous le gars qui vous parle, qui est né en 1938, il était fils de sujet, est devenu français en 1946. Avant 1946, quand nos ancêtres sont allés, nos familles sont allées à la guerre de 39-45, lorsqu'ils sont revenus à Sétif, ils n'étaient pas français, mais ils avaient combattu comme les Kanaks au premier rang pour sauver l'honneur de la France. Alors, demander des excuses, si ça servait à quelque chose, je crois qu'il vaut mieux se réhabiliter soi-même par le travail et en prouvant que l'on est quelqu'un, que l'on est quelque chose. Une réhabilitation, c'est peut-être aussi une demande un petit peu un genre d'aumône. Hein? Est-ce qu'on a, nous, dans notre fierté d'arabe, à aller demander une repentance? Je crois que la chose, je dirais la plus crédible, c'est de démontrer qu'on est là et qu'on existe. Kader Boufnech, sur le devoir de mémoire, vous dites que finalement il n'y a pas besoin d'excuses, c'est trop demandé. Non, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'excuses. Le seul truc que c'est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas laissé venir les hommes avec leurs femmes. Parce que quand je pense que Boufnech, celui que je parle de Béjaïa, il avait 3 enfants quand il est parti. Et 3 ans après, il est mort ici. D'après ce qu'ils ont dit, c'est par rapport au chagrin. Kader Boufnech, on le voit dans le film de Marie-France Cubada, les anciens petit à petit ont délaissé les traditions. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment ces traditions sont définitivement perdues ou vous essayez de raviver la flamme en quelque sorte au travers de vos 2 associations? Moi je pense surtout, je vais parler pour Nessadiou, pour Nessadiou, qu'on avait perdu beaucoup, c'est vrai qu'on avait perdu beaucoup, mais aujourd'hui, plusieurs familles reviennent aux coutumes, aux traditions. Et je pense au contraire qu'on regagne du terrain depuis une 5e année. Je pense que les jeunes ont compris que s'ils ne voulaient pas disparaître, que notre communauté ne disparaisse pas en Calédonie, il fallait qu'ils fassent un effort. Et cet effort aussi de devenir des parents pour que notre communauté continue à vivre. Et c'est pour ça que les Fantasias, c'est pour ça que cette année, on va essayer de faire la présence des 150 ans en Nouvelle-Calédonie. Et j'espère que les gens de Nouméa et des autres quartiers vont nous donner un coup de main. Est-ce que la relève est assurée côté jeune génération? Parce que ça fait quand même la 2e fois que vous revenez aux affaires en prenant la présidence des 2 associations. Si je suis revenu, c'est parce que Bernard Salem a démissionné. Elle n'a pas voulu représenter par rapport à son travail. Mais l'année prochaine, moi je pense que l'année prochaine, il y a des jeunes qui m'ont dit que si Bernard ne se représente pas ou si nous on ne se représente pas, qu'ils étaient prêts à reprendre l'association pour un nouvel élan. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission que nous avons réalisée ici à Borail depuis la vallée de Nessadiou, une émission réalisée avec les moyens mobiles techniques de NC Première.
Au sommaire de Terre de Mémoire, la semaine prochaine, le portrait d'un homme qui voulait comprendre les autres. Armé de sa caméra, le gendarme Citron a filmé dans les années 50 et 60 les Kanaks et les Caldoches dans leur vie quotidienne. Des instants de vie captés à l'île des Pins ou encore à Canala par cet humaniste qui était loin de se douter qu'un jour, sa collection figurerait au patrimoine culturel de la Calédonie. Le gendarme Citron, un film réalisé par Gilles Dagneau, ce sera le documentaire qui sera à l'affiche de Terre de Mémoire dimanche prochain.